Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième conférence d'HTR. Alors, a priori, les règles de sécurité sanitaire, les distanciations ont été respectées. Je vais donc temporairement enlever mon masque à partir du moment où je suis en stationnement. Ce sera tout de même plus agréable pour le moment pour nous voir quelques instants. Rassurez-vous, pas de long discours de ma part pour démarrer. Nous allons tout de suite accueillir, comme il se doit, la présidente de Agno, Terre de Réussite, mesdames et messieurs, Delphine Sturdy. Je me remets à distance. Et peut-être un micro également pour Delphine Sturdy. Voilà, nous allons donner tout de suite, les règles étant ce qu'elles sont. Voilà, c'est en place. Bonjour à tous. Présidente de l'association Agno Terre de Réussite, plus communément appelée HTR, comme l'a dit Dan, je suis ravie de vous retrouver ce matin autour d'une nouvelle conférence. Dévoilée il y a déjà 5 ans, HTR a su partir à la conquête de talents. Et je suis certaine qu'en vivant cette matinée et en vous racontant mon week-end, vous allez comprendre tout le sens et l'intérêt de notre association. Pas plus tard que samedi, ce sont 4 artistes haguenoviens au rayonnement international que nous avons réussi à rassembler. Ces artistes, aux 2 points communs, la musique et Haguenau, se sont retrouvés pour la première fois sur une scène commune pour un concert inoubliable, complété par des masterclass. Vous l'aurez compris, notre mission ne se limite pas à identifier des talents et à vous les dévoiler, mais aussi à partager avec vous leurs histoires, leur savoir-faire, leurs conseils pour pousser certains à se lancer, pour continuer à percer, pour se re-questionner, pour partager une vision ou tout simplement pour faire rêver. Ce partage de connaissances, vous le constatez aujourd'hui, concerne tous les domaines et il se poursuit ce matin avec le général Ingré, qui a commandé la brigade de renseignement de Haguenau de 2012 à 2014. Il nous a confié qu'il en gardait ici, à Haguenau, ses meilleurs souvenirs et les actions menées par HTR se veulent aussi symboliques que lorsqu'il décrit l'accueil qu'il a reçu dans notre belle ville, à savoir fraternel. Une présence d'autant plus cohérente en cette année 2020, puisqu'elle marque symboliquement, dans l'esprit des Haguenoviens, les 10 ans de présence des unités de renseignement sur notre territoire. Et c'est avec plaisir que le général Ingré revient à Haguenau aujourd'hui pour une conférence sur le thème du management et si vous vous inspiriez de l'armée. Alors que l'autorité, la discipline, la hiérarchie constituent les fondements les plus connus du commandement militaire, les pratiques managériales et les valeurs collectives de l'armée sont en réalité beaucoup plus développées, intégratrices et profondément humaines. Quand je regarde la salle, je me rends compte que nos visages se sont déjà croisés il y a 3 ans lors de la première conférence « Piloter son entreprise ou sa voiture de course, même combat » en présence de Sébastien Loeb, ou l'an passé, « Parcours professionnel versus valeurs personnelles, mission impossible » avec Nathalie Rose. D'autres découvrent notre mission aujourd'hui et j'espère que ce moment vous apportera à tous autant de nouveaux regards et de plaisir qu'il a pu nous en procurer durant toute son organisation. Je vous invite vivement à suivre notre site internet et notre page Facebook car d'autres événements, d'autres rencontres dans différents domaines sont en cours de préparation. Je profite de ce moment pour remercier la communauté d'agglomération de Haguenau et la ville de Haguenau pour leur accompagnement et leur soutien lors de nos différents temps forts. Merci aussi à l'ADIRA et au réseau Résilient, partenaires fidèles de nos conférences. Permettez-moi pour finir de remercier tout particulièrement Madame Rose Deutsch-Wolf, directrice générale de Cévosi, et Monsieur Pirsch, directeur général de CETAL, d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui et d'enrichir ce beau moment. Très belle conférence à tous. Merci beaucoup, M. Sturdy. Je vais reprendre le micro, le remettre en lieu sûr, et voici. Et nous allons tout de suite accueillir le maire de Haguenau, mesdames et messieurs, Claude Sturdy. Sous vos applaudissements, bien évidemment, en lieu sûr. Voilà, le balai maintenant bien rodé. Les micros sont habillés d'un petit capuchon. Alors, moi aussi, je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux.
ici dans ce théâtre. Alors certains le découvrent peut-être aujourd'hui, ce lieu qui est au cœur de la ville et de la vie culturelle agnovienne, mais qui sert aussi pour un certain nombre d'autres manifestations, et notamment en lien et avec le monde économique. Et c'est ici d'ailleurs qu'avait lieu la conférence de l'année dernière avec Nathalie Rose. Très heureux ensuite que la communauté d'agglomération, qui est compétente en matière d'économie, ait ce partenariat avec Agno-Terre de Réussite. Vous l'avez compris par les propos de Delphine tout à l'heure, il y a des talents, il y a des réussites, il y a des parcours qui font que, à un moment donné, Agno est un point de référence. Alors, on va le voir avec le général Ingray, il était commandant de la brigade de renseignement à un moment donné, basé à Agno. On peut pas dire que ça lui ait causé du tort dans son évolution, puisque aujourd'hui, général 4 étoiles, voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut amener sur scène, ici, à Agno, un général avec cette envergure-là. Mais voilà, il l'a encore dit tout à l'heure, il garde un très bon souvenir effectivement de son passage, et puis c'est voilà, aussi des tremplins qui peuvent, je le dis pour l'armée, mais je le dis pour les chefs de corps présents, mais je le dis aussi dans d'autres domaines, et je sais que il y a dans vos entreprises potentiellement aussi voilà, des gens qui peuvent peut-être un jour être chez vous, et peut-être un autre jour poursuivre leur carrière au loin. Voilà, c'est l'Aglo et HTR qui ensemble veulent montrer que ce territoire est un territoire où on peut avoir de belles réussites et où on peut développer des beaux projets, et j'espère pouvoir annoncer de beaux projets dans les temps qui viennent. Alors très heureux ensuite de savoir que vous êtes venus aussi nombreux. C'est vrai que le Covid crée des incertitudes, mais en tant que décideur, vous comme moi, à un moment donné, on sait en responsabilité ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même se nourrir, s'inspirer, et c'est, je pense, le sens de votre présence ce matin, en disant, malgré tout ce qui peut faire votre quotidien et tout ce qui peut remplir vos agendas, voilà, vous avez souhaité être des nôtres ce matin, et je vous en remercie très sincèrement. Je parlais du contexte Covid, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui peut nous arriver demain. Ce que je sais, c'est que c'est justement parce que c'est une période d'incertitude, parce que c'est un contexte inédit, qu'il faut aussi de temps en temps se prendre le temps d'évaluer la situation et de projeter peut-être plus qu'un scénario, si tant est qu'on puisse en projeter. Alors, ce qui nous concerne, parce que l'agglomération est employeur, l'agglomération de Agno et la ville de Agno partagent la même administration, ce qui veut dire que grosso modo, c'est 1 millier de collaborateurs dans tellement de métiers différents que je vais être très intéressé par ce que le général Ingray va nous dire, parce que voilà, on a les mêmes challenges que vous peut-être, de recruter, de motiver, de développer des carrières, des talents. Mais ce que je sais dans ce contexte inédit, c'est qu'il est essentiel de donner du sens. Alors dans le cadre d'une collectivité, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, l'intérêt général, la mission portée par telle ou telle direction, par tel ou tel service, elle se définit par des métiers. Mais voilà, il faut se réinventer, il faut imaginer des plans de continuité, parce que les services publics ne peuvent pas du jour au lendemain s'arrêter, sinon ça bloquerait beaucoup de choses. Donc on a vécu ça pendant le Covid-1, comme je l'appelais encore ce matin en cellule de crise. On a connu un scénario inédit au printemps. Je ne sais pas si on n'aura pas un nouveau scénario, mais qui sera évidemment encore une fois différent, peut-être des choses plus progressives, mais il faut, c'est ma seule leçon, c'est qu'il faut rester agile, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je me réjouis en tout cas maintenant de pouvoir descendre et prendre mon fauteuil et écouter à la fois le général Ingray, mais aussi les témoignages
de ces deux chefs d'entreprise qui, localement, je pense que ça va être en résonance, comme ça a pu être le cas avec Nathalie Rose ou avec Sébastien Loeb dans le passé. Merci et très bonne conférence. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on se remasque. Et hop, attendez, c'est un ballet parfaitement organisé à laquelle nous sommes maintenant toutes et tous rompus. Bien, eh bien écoutez, je suis moi aussi encore une fois ravi d'être parmi vous. Je vais enlever mon masque parce que ça fait de la buée, ce n'est pas très pratique. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? Garde à vous! Ça marche pas très bien. Bon, c'est pas grave, repos. Bonjour à tous, je suis Dan Leclerc. Alors, rien à voir avec les chars, ni les supermarchés d'ailleurs. Je précisais pour simplement positionner la chose. Lorsqu'on m'a contacté pour animer cette conférence, ça a tout de suite été pour moi, et j'imagine pour Agnotaire de Réussite également, une évidence pour les organisateurs. Oui, déjà mon passé militaire, escadron de Pelochon, 7e compagnie, au clair de lune, et membre des forces spéciales, très spéciales. Et aussi mon physique, affûté, athlétique, hyper entraîné, bref, un tank. Et il en faut bien plus ou moins que ça, mesdames et messieurs, vous savez tous qui en accueille ce matin. Oui, le général Ingray. Mon général, enfin votre général aussi, hein, le nôtre, à nous tous, juste ici. Un général qui est aussi, comme cela a été dit déjà, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, ancien commandant de la brigade de renseignement de Haguenau, et pour couronner le tout, il sera entouré par 2 directeurs généraux qui ont su construire des ponts entre des pratiques et des expériences riches et diverses au sein de l'entreprise et de l'humain. Des terminologies différentes pour des actions similaires, un parallèle fonctionnel entre management et commandement. Le général Ingray met au service des ressources humaines de l'armée de terre toute l'expérience et l'engagement de sa carrière militaire. Il a été actif sur de nombreux théâtres d'opération, en Afrique, en Asie, et là j'ose vous le dire, que nous avons une fois de plus un point commun. Alors forcément, tout relatif, le théâtre. Oui, moi je suis très actif au théâtre. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, j'ai subi également quelques opérations, notamment les amygdales, mais nous pourrons en reparler un petit peu plus tard, ce n'est pas le sujet. Bref, comment faire cohabiter toutes ces aptitudes et rapprocher des objectifs qui, même s'ils peuvent paraître éloignés, sont en fait très proches. Le général nous exposera tous ces liens, que ce soit la stratégie de commandement, de management, comme celle du fort intérêt porté à l'humain, qu'il soit militaire ou collaborateur dans une entreprise. De là à se dire que l'on commande une armée comme on manage une entreprise, il y a peut-être un grand écart au premier regard. Mais nous avons, et nous serons ce matin, avec des équilibristes qui montrent concrètement toutes les ressemblances entre le treillis et le costume, entre l'épée et la plume, entre la verticale et l'horizontale, ou le contraire, ça dépend, j'ai jamais su. Mais alors, finalement, la question se pose, comment accueille-t-on un général? Eh bien, je vais vous le dire, bande de planquets. En le saluant, bien évidemment. Et ce qu'il y a de formidable dans l'armée, c'est qu'ils ont, dès le départ, intégré les gestes barrières. Oui, d'entrée de jeu, ils avaient déjà tout compris. En fait, c'est un petit peu comme les malentendants, et je sais de quoi je parle, j'ai une nièce malentendante, quand je la salue, vous savez, comme ceci, voilà, c'est le salut des malentendants. Alors, à droite ou à gauche ou à droite, facile. Les yeux dans les yeux, face bien équilibrée, pour dire bonjour, on refait, comme ça. Vous voulez le faire avec moi? Entraînons-nous ensemble, allez-y. Parce que je ne vois pas vos visages, donc là, au moins, je peux lire que nous sommes bien connectés toutes et tous. Alors, droite, on le fait ensemble. Droite, gauche, gauche. Il y en a qui se sont trompés. Gauche, droite, il faut suivre. Hein. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien, mais finalement, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on salue un chef, un général? Eh bien, c'est très simple. Debout, tout le monde debout, mesdames et messieurs. Vous avez compris le principe. À mon signal, et maintenant, j'aimerais qu'on accueille comme il se doit un chef. Garde à vous, mesdames et messieurs, le général Ingray. Général, voilà, bien, hein, mettez-vous comme il se doit. Mesdames et messieurs, le général Ingray. Ah, voilà. Le voici, j'allais emmener tout ce qu'il vous fallait. En général, c'est à vous. Il m'avait promis un trait d'humour, mais ça, je ne l'avais pas imaginé. Merci, Dan. Je vous laisse vous installer, vous démasquer. Nous vous attendions avec beaucoup d'impatience. Tout est en place et le public vous attend. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Présidente,
Alors je cherche de regard parce que je suis un peu dans le noir. Voilà, de Haguenau, terre de réussite. Bonjour, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les maires, les élus, madame la représentante, je crois, du sous-préfet qui est avec nous, messieurs les chefs de corps, alors, je crois qu'ils sont dans la salle, ils sont par là. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis d'abord ravi de me retrouver ici pour échanger avec vous sur un thème d'intérêt partagé avec de nombreux chefs d'entreprise. Et puis je suis ravi de retrouver Haguenau. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir depuis que j'ai quitté la brigade de renseignement, donc je suis vraiment très heureux de retrouver cette belle garnison où j'ai vécu des moments très forts de ma carrière. Alors sans plus attendre, je vais quand même prendre mon propos. Je voudrais commencer par prendre un instant peut-être pour reformuler le thème de cet échange, car je crois qu'il s'agit plus entre nous d'un échange que d'une conférence didactique, en posant la question qui nous intrigue finalement lorsqu'on évoque les secrets du management, les secrets du commandement. Finalement, qu'est-ce qui, dans le cœur et l'esprit des hommes, des femmes, suscite leur adhésion à l'autorité d'un chef, d'un supérieur hiérarchique, dont ils reconnaissent le leadership et qui sont prêts à suivre avec enthousiasme, je dirais même avec bonheur, au service d'un projet, d'une mission, d'une cause, à s'y dévouer, à y consacrer du temps, des efforts, parfois jusqu'au péril de leur vie, comme c'est le cas dans les armées. Et nous sommes probablement ici plusieurs à avoir en tête l'exemple d'un chef ou d'un supérieur qui nous a marqués et que nous avons particulièrement apprécié parce qu'une relation particulière s'était établie entre nous et lui, nous et elle, même si ce supérieur était exigeant. Avec nous, nous ressentions ce lien comme quelque chose d'important, comme un levier puissant qui donnait du sens à notre action, et nous n'aurions pas envisagé de le ou la décevoir. Son succès était le nôtre, et nous étions fiers que nos bons résultats contribuent à sa réussite comme à celle de notre équipe, sous son autorité. Et ce sentiment, finalement, d'être bien commandé, bien dirigé, on peut l'éprouver. On peut l'éprouver et en parler aisément. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons souvent entre militaires, où on évoque certains chefs charismatiques, admirés, qui nous ont plus particulièrement marqués, avec quelques anecdotes, d'ailleurs, pour illustrer avec un peu de fierté la relation personnelle qu'on avait pu développer avec eux. Mais le sentiment de bien commander soi-même, de bien diriger, peut-on l'éprouver? Peut-on en parler aisément? Et si ce n'est par humilité, finalement, qu'avec nous-mêmes que nous engageons ce dialogue, que pouvons-nous en dire? Par rapport à quelle grille d'évaluation, finalement, puis-je me dire, dans le secret de ma conscience, je suis un bon chef, je suis un bon manager, notamment lorsque les choses deviennent difficiles. Est-ce que je peux mesurer, enfin, dans le cœur, dans l'esprit de ceux que je commande ou que je dirige, la qualité de mon commandement, de mon management? Alors, dans l'armée de terre, nous avons défini quelques conditions impératives de succès. C'est une terminologie très militaire que doit savoir établir un chef pour commander efficacement. Elles sont décrites dans le livre bleu de l'armée de terre, qui est dédié à l'exercice du commandement. C'est une première grille objective de contrôle ou d'autocontrôle. Mais il existe aussi des signes évidents d'adhésion d'un groupe ou d'un individu au leadership du chef. Et nous formons nos jeunes cadres, officiers, sous-officiers, jeunes gradés, pour qu'ils assimilent concrètement les principes qui les gouvernent et qu'ensuite ils puissent exercer par la suite le plus naturellement possible cette aptitude à commander leurs subordonnés, mais aussi à les manager, je dirais au sens gestion individuelle et collective,
y compris d'un point de vue gestion des ressources humaines, hein, car c'est mon domaine de spécialité, j'y suis très attentif. C'est d'ailleurs ce que nous appelons dans l'armée de terre la RH de commandement. Voilà, je le détaillerai. Nous développons aujourd'hui des pratiques managériales rénovées autour de ce thème qui contribuent directement à nos grands enjeux que nous partageons, des enjeux d'attractivité du métier militaire, des enjeux de fidélisation de notre ressource humaine, et donc j'y reviendrai en ouverture en fin de propos. Mais je voudrais tout d'abord évoquer une dimension du commandement, on pourrait dire un indicateur, qui ne trompe pas lorsqu'on veut mesurer la force de l'adhésion. C'est l'émotion. C'est la dimension affective. Dimension affective de la relation entre le chef, le manager et le subordonné. C'est une dimension que les militaires connaissent bien, même s'ils en parlent peu. Alors je commencerai par une illustration. La scène se passe au début des années 90. Nous sommes dans un régiment de parachutistes qui est stationné dans un département outre-mer, et un jeune officier reçoit ses soldats pour leur entretien de notation et d'orientation, et parmi ces soldats, il y en a un qui est, disons, un peu tête brûlée. Voilà. Bientôt 7 ans de service, il est toujours première classe, il n'a pas obtenu son galon de caporal. Il a un carnet de chansons, comme on dit, bien rempli. Hein, il fait des petites fautes, il arrivait souvent en retard, parfois il était absent alors qu'il ne devait pas. Bon, tant de choses, évidemment, qui ne sont pas acceptables dans l'armée. Mais c'est pourtant un bon soldat, il est courageux, il est robuste physiquement. Donc il va terminer prochainement son séjour outre-mer, il va rentrer en France. Et l'officier le connaît bien et l'encourage à mettre à profit ce changement pour relancer sa jeune carrière. Adopter définitivement une conduite conforme à ce qu'on attend de lui, et puis passer ses examens, devenir jeune gradé. Et le jeune soldat répond non, mon lieutenant, je ne crois pas que je vais continuer. Si je suis encore militaire aujourd'hui, c'est à cause de vous, je suis prêt à me faire tuer au combat pour vous. Mais je n'ai pas envie d'aller servir sous les ordres d'un autre chef. Alors, ce jeune officier, vous l'aurez deviné, c'était moi, et ce témoignage très fort que j'ai encore à l'oreille m'a marqué durablement et a façonné, je pense, définitivement ce qu'on appelle mon style de commandement, le style de commandement. Parce qu'il m'a permis de poser un ressenti très concret sur ce que mes instructeurs m'avaient enseigné sur le sujet de l'exercice de l'autorité. Une association finalement subtile de fermeté et d'attention, d'exigence et de bienveillance, de rigueur et de chaleur humaine, d'exemplarité, car le chef doit toujours être devant, mais aussi d'humilité, car le chef est aussi au service du groupe. Et donc j'ai pris conscience à ce moment-là, alors au départ avec un peu de fierté, mais bon, j'étais jeune, et puis ensuite avec émotion, que j'avais développé avec ce soldat, comme avec ses camarades, à travers toutes les activités, les missions que nous conduisions à l'époque, cette relation singulière de chef à subordonné qui fait que le groupe fait corps et se lève comme un seul homme, prêt à l'engagement absolu. Et par la suite, que ce soit dans mes responsabilités opérationnelles, y compris en opération extérieure, ou plus organiques, dans le fonctionnement des grands services, des grandes directions, je me suis toujours rappelé ce témoignage unique, cette sorte de synthèse finalement des principes de commandement, en cherchant d'ailleurs à lire dans les yeux de mes subordonnés la profondeur de leur engagement et de leur confiance en mon autorité. Et donc il faut comprendre, et je pense que cet exemple l'illustre, que l'intensité de la relation de commandement ou de management dans l'armée se vit bien de l'intérieur. L'autorité, c'était rappelé dans le thème de cette journée d'échange, qui est fondée sur le grade, la discipline, la hiérarchie, finalement constitue le cadre formel réglementaire d'un exercice qui est nécessairement et profondément humain. C'est celui-là qui suscite l'adhésion, c'est celui-ci qui conditionne ce que nous appelons la fraternité d'armes,
Cette fraternité qui fait que la communauté militaire demeure soudée et universellement tendue vers son but ultime, qui est l'engagement au combat. Ce dont témoignait d'ailleurs à son modeste niveau mon jeune soldat. Alors, comment l'armée fait-elle pour développer ce sens du commandement et les bonnes pratiques managériales? Bien, une grande partie de la réponse réside dans notre système de formation des cadres. Nos jeunes chefs, officiers, sous-officiers, voire jeunes gradés d'encadrement, militaires du rang, je vais l'aborder dans un instant, après avoir apporté peut-être quelques précisions importantes. D'abord, doit-on faire une distinction entre commandement et management? Je pense qu'il s'agit en réalité d'un même sujet vu sous deux angles très complémentaires. Cela a été dit, hein, ça a été évoqué par Dan Leclerc notamment. Le commandement, c'est, en gros, et on le comprend bien comme ça, c'est l'autorité plutôt verticale. Elle conditionne évidemment la performance opérationnelle collective. Elle fixe clairement et fermement l'effet à obtenir. Le management, c'est l'autorité un peu plus horizontale, probablement un peu plus individualisée aussi, et elle conditionne la performance organisationnelle. Elle garantit que tous les efforts, toutes les synergies, harmonieusement concourent à l'effet recherché, à l'effet collectif recherché. Et on retrouve cette double approche d'ailleurs dans la manœuvre des opérations terrestres. Le chef tactique, je vais prendre le cas du fantassin, puisque je suis de cette culture, commande directement la manœuvre de ses hommes, voilà, pour conquérir un mouvement de terrain, un village, que sais-je. Mais il bénéficie aussi d'appuis extérieurs qui ne sont pas directement placés sous son commandement organique. L'artillerie, le génie, les chars, etc. Des appuis sur lesquels il peut temporairement exercer une autorité et la qualité du dialogue finalement transverse de commandement qu'il aura avec ses partenaires pour optimiser les effets de sa manœuvre conditionnera évidemment son efficacité et l'atteinte de son but tactique. Et d'ailleurs, ces relations de commandement en situation opérationnelle, elles sont précisément définies dans notre corpus doctrinal. Ce sont ce qu'on appelle les prérogatives de command and control, en langage otanien, commandement et contrôle. Ils sont, par exemple, décrites les notions de commandement menant l'action et de commandement concourant à l'action, mais aussi on définit les autorités de coordination, la notion d'autorité fonctionnelle, tout cela. Et finalement, cette complémentarité entre commandement et management, elle s'applique aussi, bien sûr, au service courant, ne serait-ce que parce que les ressources sont partagées et qu'aujourd'hui, il est rare, alors j'espère que c'est peut-être un peu plus le cas dans l'entreprise, mais dans les armées en tout cas, il est rare qu'un chef ait la plénitude des moyens complètement dans sa main. Voilà, il y a des ressources partagées et il faut faire converger ces ressources vers un même but. Alors tout chef efficace, sur la base de ce constat, eh bien, il doit agir dans les trois grandes dimensions du commandement. C'est ce qui est détaillé dans le livre bleu de l'armée de terre. Je vous y renvoie si vous souhaitez lire ce document passionnant. D'abord, en tant que responsable, le chef, évidemment, doit savoir exercer un leadership sur ses subordonnés, mais aussi ses partenaires. C'est un peu sa capacité à exercer une influence, à faire adhérer individuellement et collectivement. En tant que meneur d'hommes, entre guillemets, au sens commun du terme, il doit aller au contact des subordonnés. Il doit les écouter avec considération, il doit leur parler avec conviction, avec charisme si possible, et ce qui est source d'ailleurs de satisfaction pour lui dans cette relation et pour ses subordonnés qui se sentent considérés. Et puis en tant que gestionnaire, il lui revient bien sûr de tirer le meilleur parti d'une organisation et cette dimension, elle a un aspect collectif, mais elle a aussi un aspect individuel, puisque chaque organisation est composée individuellement de personnes avec lesquelles une relation spécifique s'établit. La façon d'exercer un commandement, et c'est un peu mon fil rouge, détermine aussi et surtout la qualité des relations interpersonnelles.
au sein de toute communauté humaine, et c'est particulièrement vrai dans les armées. Alors je reviens sur ce fil rouge, parce que justement cette qualité des relations humaines constitue le déclencheur de ce que nous nommons la fraternité d'armes dans les armées, entre des personnes, d'abord qui se respectent, qui s'estiment, et que des liens affectifs rassemblent dans l'épreuve. Et c'est la fraternité, nous le savons, qui est un levier extrêmement puissant de la performance. Alors c'est le modèle des équipes sportives. Voilà, on comprend bien cette dynamique. Et donc l'armée de terre considère qu'il y a 4 conditions essentielles qui permettent de créer cette fraternité, cette force morale collective. D'abord, responsabiliser les individus. Ensuite, les valoriser, créer chez eux une profonde satisfaction de servir, de manière à aboutir enfin à une discipline qui soit librement consentie. Et ces 4 conditions, elles engendrent finalement un cercle vertueux du commandement, et au fur et à mesure que chacune se réalise, finalement les autres se renforcent, et on arrive à une situation où le chef n'a plus vraiment à susciter l'action, mais il a simplement à orienter les choses, car le collectif prend le dessus. Alors la conséquence de cela, et nous en avons beaucoup tiré les enseignements dans l'armée de terre depuis la professionnalisation à la fin des années 90, c'est qu'au-delà des compétences techniques, des compétences tactiques, des compétences physiques et sportives, dont ils auront bien sûr besoin pour exercer leurs responsabilités, il faut surtout faire en sorte de préparer nos jeunes chefs à exercer ce commandement efficace, empreint d'autorité naturelle, d'intelligence de situation, d'humanité, qui soit propre à développer durablement la combativité d'une troupe. Et c'est bien ce qui constitue l'enjeu fondamental de notre système de formation. Alors, comment fait-on? D'abord, il faut comprendre que l'enseignement du commandement, c'est la pierre angulaire de la formation initiale et de la formation continue dans l'armée de terre. Que ce soit aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui est notre grande école de formation des officiers, que ce soit à l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maxent, ou dans nos régiments pour les militaires du rang, ce que nous appelons la formation à l'exercice de l'autorité, ou la formation au comportement militaire, occupe une place centrale et fait l'objet de mises en situation fréquentes. Et par la suite, au cours de leur carrière, chacun est évalué par son chef direct sur son aptitude à commander, en particulier lors des entretiens de notation, ce qui permet de jauger aussi le potentiel des intéressés, le potentiel de chacun, leur aptitude à exercer de plus hautes responsabilités. Ce dispositif est finalement au cœur de notre processus d'avancement. Et des formations spécifiques permettent ensuite d'approfondir et de parfaire l'aptitude de ceux qui sont destinés à exercer des responsabilités beaucoup plus élevées. C'est fondamentalement la mission de l'école de guerre. Alors, au cours de leur formation, nos jeunes cadres doivent plus particulièrement appréhender de manière concrète 6 principes du commandement que je voudrais commenter devant vous aujourd'hui. Le premier principe, c'est le principe d'exigence. Exigence, évidemment, vis-à-vis de ses subordonnés, mais également exigence vis-à-vis de soi-même en tant que chef. C'est bien sûr le principe par lequel le chef enrichit sans cesse ses subordonnés par le sens qu'ils donnent à leur action. Je rejoins ce que nous a dit Monsieur le maire en introduction. C'est aussi par cette exigence qu'il change quelque chose en eux et qu'il fait en sorte de les grandir. Alors je vous renvoie à cette très belle citation du philosophe Michel Serres que j'apprécie, qui dit « La véritable autorité, c'est celle qui grandit l'autre ». Et donc la mise en application de ce principe suppose aussi que celui qui commande, il soit lui-même investi d'une certaine grandeur. Ce qui signifie qu'un bon chef, c'est d'abord quelqu'un qui se respecte, parce qu'il a conscience que sa fonction l'exige, et que sa façon d'être, l'image qu'il donne de lui, consolide ou mine son autorité. C'est la notion d'exemplarité. Principe évident.
mais encore faut-il l'avoir en tête. Deuxième principe, le principe de compétence, qui a double tranchant. Il exige certes que le chef maîtrise un certain nombre de savoirs, de savoir-faire de son niveau, mais ce serait une erreur de considérer que la compétence d'un chef réside dans la maîtrise complète de tous les savoir-faire de ses subordonnés. Car finalement, c'est surtout vrai pour l'action militaire. L'action militaire, elle est essentiellement collective. L'art du commandement suppose donc une forte aptitude à déléguer, à fédérer les compétences individuelles, par nature complémentaire des différents subordonnés. Et donc c'est bien la compétence collective qui importe. Je dirais même qu'elle est souvent portée par ce que j'appelle la compétence du cœur. Et on a vu souvent dans nos armées de jeunes chefs encore inexpérimentés, que leurs subordonnés suivaient et aimaient profondément, parce qu'il y avait dans leur comportement généreux cette dimension humaine tout à fait irrésistible. Troisième principe, c'est le principe de l'esprit de décision. Il est évident qu'il n'y a rien de pire que l'indécision de celui qui commande. Elle décourage les subordonnés, elle entraîne des flottements, des contradictions, des incohérences, ordre et contre-ordre. Je passe sur tout cela. J'ai notamment en tête, à titre d'illustration, parce que je l'ai revu récemment, les quelques grandes raisons de la défaite de 1870. On a fêté très récemment la célébration des combats de Bazeilles, c'est la fête des troupes de marine auquel j'appartiens. Et j'ai été frappé de revoir cette histoire et en particulier la désorganisation de la séquence de mobilisation. C'est quelque chose de très intéressant à regarder en termes de décision. Ordre et contre-ordre, flottement, une calamité. Bon, l'esprit de décision, il repose notamment sur deux formes de courage. Il y a le courage moral d'abord, c'est celui grâce auquel on peut prendre des décisions difficiles, y compris des décisions qui ne plairont pas forcément à nos subordonnés, voire même des décisions qui ne plairont pas forcément à nos chefs, mais décisions fondées et sur lesquelles, vis-à-vis desquelles on accepte d'assumer des risques personnels. Et puis il y a le courage intellectuel, ensuite, c'est celui qui permet de finalement dépasser les idées convenues et de ne pas hésiter à imaginer des solutions qui sont hardies, innovantes, qui ne sont pas dans le cadre, dans le moule. Voilà. Alors on a des exemples criants de ça à travers l'histoire. Je renvoie à la bataille de Midway, et cet amiral japonais, dont j'ai plus exactement son nom, qui restait dans le moule absolument, et au lieu d'envoyer les avions de son porte-avions sur le porte-avions américain qui arrivait, il a continué à planifier pour aller sur Midway. Voilà. Le quatrième principe, c'est le principe d'humanité. Vous avez compris que je lui accorde une importance toute particulière. Dans l'armée professionnelle, nous nous considérons tous comme égaux dans l'engagement et les motivations, et que ce soit subordonnés ou chefs, nous sommes avant tout des frères d'armes, je l'ai dit, des citoyens qui ont fait le choix délibéré en hommes libres de servir sous une autorité que nous reconnaissons et qui est indispensable à la mise en œuvre harmonieuse, finalement, de tous les efforts individuels. Et c'est pour cela que cette autorité doit s'exercer avec humanité. C'est bien à travers, finalement, l'intérêt qu'on lui manifeste, l'attention, je dirais même l'affection qu'on lui porte et le respect qu'on lui marque, que tout subordonné mesure les signes tangibles d'un commandement empreint d'humanité. Et dans l'armée, cet intérêt, cette attention, elles prennent une dimension toute particulière à l'égard notamment des blessés que nous accompagnons dans leur reconstruction. Elles prennent cet intérêt, cette attention, cette affection, un intérêt tout particulier vis-à-vis des familles pour les accueillir, les associer bien sûr à la vie des unités, les informer, les aider, les soutenir lorsque c'est compliqué, on sort d'une période de crise, et puis surtout lorsque le conjoint est loin de la maison en opération, et puis les entourer du mieux possible lorsque l'un de nous tombe au service de la France. Il y a évidemment aussi le principe de justice, le principe par lequel évidemment la reconnaissance accordée à chaque individu doit être en parfaite adéquation avec ses mérites réels.
et que le même traitement soit appliqué à tous. Alors nous avons la chance dans les armées d'avoir tout un processus d'attribution de récompenses, ça va de la lettre de félicitations jusqu'aux médailles, médailles pour mérite professionnel, médailles pour fait d'armes, ce qui permet aussi de témoigner et de récompenser les gens à juste niveau. Et puis le principe de confiance, enfin, je l'ai déjà évoqué, car la confiance est sans aucun doute la forme la plus haute de la relation qui unit les chefs et les subordonnés. Et la confiance, elle marque le fait que tous peuvent, en toutes circonstances, se fier les uns aux autres. Et l'application de ce principe entraîne que le subordonné, il est en confiance pour prendre à son niveau une initiative pertinente qui conditionnera le succès collectif, dans l'esprit de ce qu'attend le chef, ce qu'on appelle la discipline intellectuelle. Et le chef lui-même est en confiance avec son subordonné pour qu'il accomplisse sa mission avec cette discipline intellectuelle, sans qu'il ait à exercer un micromanagement, ce qui est toujours un peu inhibiteur d'initiative. Alors ces principes de commandement qui conditionnent finalement l'efficacité des armées jusqu'à l'engagement absolu, elles ont aussi façonné notre système de ressources humaines. Et je l'évoquais en préambule, l'armée de terre gère ses ressources humaines aujourd'hui de manière très collaborative, en lien étroit avec la chaîne de commandement. C'est ce que nous appelons la RH de commandement. C'est une dynamique par laquelle le chef qui commande, par exemple un chef de corps, de régiment, s'assure que ses subordonnés, d'abord, sont bien administrés, évidemment, mais aussi bien informés, bien conseillés, bien orientés, bien notés, en toute transparence, en toute vérité, de manière à ce qu'il ait une bonne vision de son parcours professionnel, de manière à s'assurer aussi que l'ensemble de l'environnement prend bien en considération et sache compenser les fortes suggestions qui pèsent bien sûr sur lui et sur sa famille. Alors, si on regarde plus particulièrement le volet gestion des ressources humaines, très lié quand même à la performance opérationnelle des entreprises et bien sûr des armées. Pourquoi et comment appliquer finalement de façon moderne, aujourd'hui, avec les outils qui sont à notre disposition, ces grands principes de commandement, de management, et qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport possible, notamment des outils digitaux. On est confronté aussi à ce sujet dans les armées. Bon, à mon niveau, j'estime que ce que l'on appelle la RH de commandement, c'est-à-dire le management RH par les chefs, voilà, qui dirigent opérationnellement les affaires, en lien avec les gestionnaires, au sens un peu plus technique, ceux qui élaborent les politiques, l'avancement, la masse salariale, etc., bon, les juristes. Eh bien, ce lien prend aujourd'hui une importance renouvelée, notamment au regard des défis que vous partagez, je crois aussi, s'agissant de l'attractivité du métier, singulièrement pour le métier militaire, bien sûr, quand nous avons quand même des gros effectifs, et puis de la fidélisation de notre ressource humaine. Je crois d'ailleurs qu'on utilise le terme de rétention dans l'entreprise, dans le civil. Nous, on parle plutôt de fidélisation, notion de fidélité. Alors ces défis, ils se manifestent évidemment à chaque étape du parcours professionnel et dès le recrutement. Et ensuite, à l'occasion des mutations, des mises en formation, etc. Et donc l'application des grands principes de commandement que j'ai évoqués, aujourd'hui, nous aide concrètement à relever ces défis. Alors si je prends le domaine du recrutement, dans l'armée de terre, nous sommes confrontés à un enjeu permanent d'attractivité. Nous devons recruter, former chaque année environ 16 000 jeunes, dont 2 000 cadres, officiers, sous-officiers. Et donc, il nous faut d'abord bien connaître cette jeunesse que nous voulons attirer, et puis réciproquement, il faut que nous fassions en sorte que sa perception de l'armée soit la plus réaliste possible, notamment dans les aspects touchant à l'exercice du commandement et la discipline. Pas facile de l'extérieur de donner une impression la plus réaliste possible de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui évite ensuite des déceptions pour ceux qui rejoignent et qui finalement se disent bon, l'appartement témoin était quand même beaucoup plus beau que le vrai appartement. Bon. Donc là, il y a un enjeu. Nous avons mis pour cela en place, dans le cadre de notre stratégie marque employeur,
en particulier, hein, une plateforme d'ambassadeurs qui sont en fait des militaires en situation, en activité, pour chaque grand domaine, chaque grand métier de l'armée de terre, à différents niveaux de grade, un militaire du rang, sous-officier, officier, et grâce au numérique, hein, grâce à nos plateformes, eh bien, ils répondent quasiment en direct aux questions de toute nature que se posent les jeunes. Il y a énormément de questions, très variées. C'est un vaste spectre parce que nous recrutons d'abord dans énormément de métiers, hein, notamment des métiers techniques de plus en plus. Enfin, c'est un volet très important. Et puis nous proposons, nous recrutons des profils eux-mêmes extrêmement variés. Hein, je le disais à Monsieur le maire tout à l'heure, de 0 diplôme à bac plus 5. Et donc ce dialogue, évidemment, il est extrêmement important hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc je fais une petite publicité au passage. N'hésitez pas à aller voir le site s'engager.fr de l'armée de terre, s'engager en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe. Voilà, vous verrez un petit peu ce que l'on déploie sur nos sites. Alors maintenant, c'est sur téléphone mobile de manière très interactive. Voilà, pour pouvoir communiquer efficacement avec cette jeunesse. Et finalement, c'est un premier dialogue sans filtre avec des candidats au recrutement, et ce qui est assez emblématique et assez représentatif de ce qu'on appelle le dialogue interne dans l'armée de terre. Hein, dialogue de commandement et dialogue de concertation. Voilà. Ça marche dans les deux sens, ça échange. Nous n'avons pas, petite parenthèse, nous n'avons pas de syndicat, vous le savez, dans les armées, mais nous avons en revanche des instances de concertation militaire, un conseil de la fonction militaire terre dans l'armée de terre, donc air, marine, etc., conseil supérieur de la fonction militaire, pour pouvoir dialoguer directement avec des représentants de toutes les catégories de personnel, avec le chef d'état-major de l'armée de terre, avec la ministre des Armées, sur des sujets liés à la condition du personnel, conditions militaires. Alors nous développons aussi, évidemment, désormais nos outils digitaux du recrutement, notamment pour bien prendre en considération les candidats potentiels qui évoluent quand même de plus en plus sur Internet. C'est quand même là où beaucoup de choses se passent. Hein. Il faut qu'on arrive à les identifier, identifier les centres d'intérêt chez eux, qui peuvent correspondre à ce que l'armée de terre est en mesure d'offrir. Donc il y a des technologies nouvelles hein, qui font appel à l'intelligence artificielle désormais. Voilà, on le vit nous-mêmes hein, à travers les messages que l'on reçoit sur nos boîtes mail en fonction de nos centres d'intérêt. Bon, je ne vous dirai pas quels sont les miens, hein, mais j'aime bien le bon vin, y compris l'Alsace. Bon. C'est une technologie qui est aujourd'hui intéressante pour bien identifier les centres d'intérêt des jeunes et essayer de faire un matching hein, avec une offre que nous pouvons proposer. Mais nous proposons aussi des valeurs à partager. Nous proposons un collectif très fort, une grosse offre de formation. Encore faut-il que les jeunes ils aient l'idée de l'armée de terre. Encore faut-il que cet éventuel engagement prenne sens pour eux et qu'ils mettent du concret sur ce que je vous ai expliqué au sujet du commandement, de son humanité, de la discipline et de la fraternité. Et puis qu'ils osent l'armée de terre en allant au contact de nos conseillers en recrutement, qui sont d'ailleurs tous militaires, nos conseillers en recrutement, parce que nous considérons que seul un militaire peut en recruter un autre. Seul lui est en mesure de faire partager un ressenti, un vécu, une expérience, une émotion. Alors, dans le domaine de la formation, évidemment, les outils digitaux apportent une aide précieuse. Hein, ça assiste autant les instructeurs que les stagiaires. Mieux préparer nos candidats aux examens professionnels. Ça renforce évidemment leur adhésion à l'institution et donc leur fidélisation. Ça permet aussi de gagner du temps, de diminuer le temps consacré à attendre. Hein. On peut utiliser, bien sûr, maintenant tous les outils dédiés à l'enseignement à distance qui se développent considérablement, mettre en place des officiers guides. Voilà. Tout ça est vertueux autour de la question de la formation. On forme en permanence, on a environ 10 000 élèves ou stagiaires formés tous les jours dans l'armée de terre. C'est une grosse machine à former. Et on utilise d'ailleurs les dernières technologies en matière de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de simulation, notamment pour développer des mises en situation de commandement. Ils ne sont pas toujours faciles à réaliser quand on est en séquence de formation. Il y a la théorie, hein, ce que je vous décline finalement, là c'est un peu froid. Mais ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte de le vivre? Alors bien sûr, on envoie nos jeunes cadres au contact
au sein des régiments, passer plusieurs semaines, plusieurs mois, où ils dirigent directement des jeunes, et donc ils sont mis en situation. Et puis on développe de plus en plus des mises en situation sous réalité virtuelle, parce que ça permet aussi de préparer certaines affectations dans des endroits difficiles. Je prends l'exemple d'un jeune, d'un sous-officier, mettons un adjudant-chef qui a déjà une bonne expérience opérationnelle et que l'on va affecter dans un lycée militaire où il va devoir encadrer des très jeunes. Donc là, il y a d'autres situations de commandement et de management. Pas facile d'aller l'envoyer en stage dans un lycée militaire à pratiquer directement. Donc mieux vaut le préparer avant. Voilà, donc on développe ce type de scénario appuyé par l'intelligence artificielle et qui s'adapte de manière personnalisée en fonction de la réaction des stagiaires. Alors, il y a aussi tout le volet pratique pédagogique que l'on fait beaucoup évoluer en exploitant les dernières découvertes, notamment en matière de sciences cognitives, de manière à adapter les méthodes d'apprentissage, le rythme, le contenu des formations. Et nous allons vers une personnalisation, d'ailleurs, accrue de l'apprentissage. En particulier, on a remarqué qu'il était important de personnaliser le mode de révision. Tous les stagiaires, tous les apprentis ne révisent pas de la même façon. Et c'est autour de ce sujet-là qu'on peut progresser. Et le but, à nouveau, c'est que nos stagiaires soient dans les meilleures conditions de réussite possibles. Ce qui est une autre façon de leur témoigner la considération qui contribue à leur épanouissement professionnel et donc à leur fidélisation. On revient aux grands enjeux. La fidélisation, je terminerai sur ce sujet car pour nous c'est un objectif fondamental de gestion des ressources humaines. La fidélisation, elle conditionne l'efficacité opérationnelle. Elle nécessite de disposer de militaires expérimentés, endurcis, matures, ayant la compétence, mais aussi la stabilité émotionnelle pour faire face aux exigences d'un engagement absolu au combat. Et c'est ce que l'on nomme finalement la singularité militaire, parce que vous savez que le Code de la défense, je le rappelle, parce qu'on ne le cite pas très souvent, le Code de la défense, voilà, c'est un outil, un article de loi qui est très important et qui s'impose aux militaires, donc il faut quand même l'avoir en tête. L'État militaire exige, en toutes circonstances, esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, donc cette exigence opérationnelle-là, elle dimensionne évidemment beaucoup de choses. Alors, à un niveau d'exigence différent, on retrouve une attente, évidemment, des enjeux opérationnels forts, bien sûr, dans l'entreprise. Et donc, pour relever le défi de la fidélisation, j'ai développé pour l'armée de terre une approche modernisée de la gestion que j'ai baptisée la nouvelle gestion A3. Alors, pourquoi A3 ? Parce qu'elle associe plus étroitement encore le gestionnaire, le chef, le commandement, le chef de corps, le général commandant la brigade, mais aussi le capitaine commandant la compagnie, le chef de section qui commande ses hommes, et le militaire, l'individu, l'intéressé. Voilà. De manière à ce qu'à trois, on puisse co-construire des parcours professionnels, on puisse co-construire cette fidélisation. Alors c'est une co-construction qui prend en considération, bien sûr, les besoins de l'institution. Il y a des enjeux majeurs de niveau central, mais elle prend aussi en compte les besoins, on va dire, locaux, les besoins régionaux, au niveau du régiment, au niveau de la brigade. Et puis, elle prend en compte les compétences, les appétences individuelles de nos militaires. Et puis, elle fait en sorte de concilier les exigences du parcours professionnel et les attentes, finalement, personnelles et familiales de chacun. Car nous avons un système de mutation assez exigeant, tous les ans. Environ 10% de l'armée de terre est mutée. C'est de la classe 13 000 mutations par an, pour honorer tous les besoins en compétences. Et donc j'attends des nouvelles technologies du digital en particulier, dont le big data, l'exploitation intelligente des données, l'intelligence artificielle, qu'elles soient au service de cette ambition pour renforcer encore la performance de nos processus et la pertinence des décisions prises. L'idée, c'est aussi de redonner du temps au dialogue RH, ce temps par lequel le chef et le gestionnaire peuvent apporter écoute, considération,
explication, susciter la confiance et l'adhésion, au service finalement de l'intérêt collectif, bien sûr, de l'armée de terre, mais aussi de l'intérêt individuel de chaque militaire. Et donc ce dialogue renforcé, il permet, à mon sens, de répondre aux attentes individuelles du soldat professionnel, qui sont sans doute très similaires à celles d'un employé dans une entreprise. Être reconnu dans ses compétences et son mérite, être entendu dans ses attentes, agir utilement, bien comprendre le sens de sa mission, de sa formation, de sa mutation, tout quand c'est à des endroits qui ne sont pas toujours très sexy, et pour combien de temps, et pour faire quoi. Être justement rétribué, voilà, c'est quand même quelque chose d'élémentaire, rétribution au sens large, au regard bien sûr des suggestions consenties, et pour les militaires ça inclut bien sûr la rémunération, mais aussi les conditions matérielles de vie et de travail. Alors ce dialogue de gestion renforcé à 3, c'est une mise en œuvre pratique des 6 principes de commandement que j'ai évoqués, et il est de nature à renforcer la satisfaction professionnelle, et donc finalement l'adhésion, la cohésion, la fraternité d'armes, la performance collective. Il donne de la visibilité sur les perspectives d'évolution, chacun selon ses compétences et son potentiel. Il faut savoir que dans l'armée de terre, la moitié des sous-officiers proviennent du corps des militaires du rang, et la moitié, enfin, au moins la moitié des officiers provient du corps des sous-officiers. C'est ce qu'on appelle l'escalier social, s'élever par l'effort. Voilà, on est très vigilant, d'ailleurs en termes de politique RH sur ces sujets-là, nous sommes toujours dans cette dynamique forte d'escalier social. Ce dialogue, évidemment, il donne du sens aussi aux contraintes de mobilité géographique. On impose quand même la mobilité géographique, mais encore faut-il qu'elle soit bien comprise et qu'elle s'inscrive de manière cohérente dans le parcours. Et puis, ce dialogue, il donne des garanties sur les objectifs et les échéances vis-à-vis desquelles l'intéressé, la DRH, le commandement s'engage. Par exemple, la durée d'une mutation à tel endroit. Voilà. Par exemple, la garantie de revenir dans un bassin d'employabilité plus conforme aux attentes personnelles du militaire, parce que ce bassin offre toujours des perspectives d'évolution professionnelle et qu'il y a des besoins en compétences qui correspondent aux compétences de l'intéressé. Mais on a eu besoin de lui, on a besoin de lui pour aller régulièrement en mission, y compris organique, pour l'armée de terre, dans certains postes, pour occuper certaines fonctions et tenir certaines compétences importantes pour les enjeux collectifs. Et donc, pour cela, il faut aussi que chacun ait un accès facilité à l'information RH, parce que lié à l'exercice du commandement et à l'exercice du management, il y a quand même l'accès à l'information, que les gens comprennent, et qu'on puisse faire appel à leur intelligence, ce qui facilite l'adhésion. Donc les textes réglementaires, les politiques pour toutes nos catégories de personnel, les parcours professionnels de référence, des bourses aux emplois, etc., etc., les conditions, évidemment, pour passer des examens. Bon. Il faut aussi que chacun ait une bonne compréhension de sa situation personnelle au regard de ce à quoi il peut prétendre et ce vers quoi il souhaite s'orienter. Compréhension qui est donc le fruit de ce dialogue construit à 3, un dialogue lucide, en transparence et vérité, avec courage moral pour dire des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables à entendre, alors qu'il faut savoir habiller avec diplomatie, voilà, mais il y a des choses qui doivent être dites pour que les gens aient une bonne compréhension des décisions. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que pour de nombreuses décisions difficiles, dont certaines remontent parfois jusqu'à mon niveau, ce qui est assez rare, mais je peux être saisi ponctuellement d'une décision qui a été prise et qui ne convient pas, soit à l'intéressé, soit à son chef, etc. Et j'ai remarqué qu'à partir du moment où on donne toute l'information, tous les tenants et les aboutissants de la prise de décision, eh bien, il y a une évidence, que ce soit chez le chef ou chez celui qui doit exécuter la décision, il y a une évidence qu'on ne pouvait pas faire autrement, et il en est satisfait. Voilà, on l'a pris pour quelqu'un d'intelligent, et il a participé finalement quelque part à la prise de décision. Alors, évidemment, c'est là où le digital peut devenir un outil précieux pour aider donc, les ressources humaines, ou
voilà, l'ARH au sens large, que ce soit l'ARH de commandement, l'ARH de gestion, notamment à avoir cette attention personnalisée, donc plus de considération, attention personnalisée à l'égard du parcours de chacun, avoir une attention spécifique et un traitement et un partage de l'information plus exhaustif, un partage de l'information plus pertinent, à pouvoir donner les bonnes explications, donc ce qui est un facteur de meilleure compréhension, un facteur d'équité, on revient au grand principe de justice, et puis ce dialogue qui permet d'aider à élaborer des décisions donc co-construites qui s'imposent, je le disais à l'instant, de manière plus claire et cohérente aux différents échelons de responsabilité, aux personnes elles-mêmes, ce qui facilite évidemment l'adhésion et renforce la confiance, qui était un des grands principes que j'évoquais dans mon propos. Voilà, l'heure tourne. Je crois qu'il est temps pour moi de conclure. Et j'espère vous avoir fait percevoir concrètement combien, finalement, les exigences, je dirais entre guillemets, éternelles, liées à l'engagement individuel et collectif en vue du combat, avec toutes ses conséquences, référence au Code de la Défense, conditionnent aujourd'hui ce qu'on appelle, entre guillemets, le management dans l'armée de terre, qu'on appelle aussi le style de commandement, le commandement. J'ai aussi évoqué donc, le style RH. C'est un propos que je tiens souvent, les chefs de corps le savent bien. De la même manière qu'il y a un style de commandement, il y a un style RH qui est décliné de cela. Un style RH qui évolue au regard des grands défis à relever, attractivité, fidélisation, compétence, donc mise en formation, etc. Un style qui doit être fait évidemment d'écoute, d'attention, de dialogue, dialogue à trois, d'incitation professionnelle, pour évidemment mieux fidéliser une ressource qui est précieuse, et d'autant plus précieuse pour nous que nous devons potentiellement nous préparer à affronter des conflits encore plus durs, quand on regarde l'état du monde et l'état de menace, et c'est le projet, c'est la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhardt, de nous préparer à des conflits possiblement plus durs. Alors je pense que la jeune génération, puisque nous sommes tous en charge de recrutement et de former cette belle jeunesse, finalement comme mon brave soldat en 1990, alors certes un peu plus individualiste, un peu plus indépendante, mais je pense tout aussi avide de sens et d'engagement, eh bien je pense qu'elle peut adhérer à ces pratiques managériales, pourvu qu'elles soient mises en œuvre avec simplicité, avec naturel, avec éthique, bien sûr, avec souci de l'exemplarité. Je crois qu'il y a des fondements qui sont toujours vrais. Et la mise en œuvre, bien sûr, de ces pratiques RH, elle se modernise. On a évoqué un certain nombre d'outils digitaux, mais je suis convaincu qu'elle doit toujours respecter ces principes fondamentaux, immuables, qui placent la considération et l'humanité au cœur de la pratique managériale, au cœur de l'exercice du commandement. Et leur application produit de beaux effets, et je peux en témoigner. Voilà, et donc sur la base de ces principes, évidemment, nous formons nos jeunes chefs, nos futurs chefs, afin qu'ils aient parfaitement conscience que finalement, ce qu'il y a de plus beau à recevoir de leurs subordonnés, eh bien, c'est la confiance qu'ils liront dans leurs yeux. C'est l'adhésion qu'ils discerneront dans leur attitude. Parce qu'ils auront appris à les connaître, parce qu'ils auront fait en sorte de les écouter, de les respecter, finalement, parce qu'ils les auront aimés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Exposé parfaitement clair, didactique, instructif, bien évidemment. Et à l'heure, comme à l'armée, non ? Pile poil à l'heure, évidemment. Ça, nous n'en doutions pas, bien entendu. Alors moi, je vous ai écouté avec attention. Vous me permettez quelques instants ? Je suis en train de m'inscrire sur s'engager.fr. Voilà, je termine la finalisation et j'hésite, je vais avoir besoin de votre aide, parce que j'hésite entre instructeur pour pilote d'hélicoptère ou officier sous contrat pilote ou pilote de Charles Leclerc. Je pense que c'est tout défini, ça sera le Charles Leclerc, bien évidemment. Pour rester dans le sérieux et accueillir, évidemment, la suite de notre présentation, de votre présentation, je vais vous demander d'accueillir nos deux témoins. On va donc commencer par Karine Rosdeutsch-Wolf, directrice générale de Sevoci.
sous vos applaudissements, bien évidemment, enjoués. Prenez, on va vous donner le micro tout de suite à l'arrivée. Et vous allez être suivi par Nicolas Pfirsch, directeur général de CETAL, tous deux entreprises acnoviennes qui nous accueillent. Le micro va vous être donné. Parfait, je vous remercie de vous accueillir. Voilà, vous êtes maintenant démasqué. Je ne bouge plus, je peux enlever mon masque. Vous avez écouté avec attention les propos du général. Nous allons donner l'honneur, si vous me permettez, mon général, à Karine Rosoi-Wolf. Et si vous êtes d'accord, Karine, est-ce que vous auriez déjà quelques mots pour réagir à ces propos, ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez retenu, et peut-être ce que vous auriez envie d'appliquer, ou tout au moins les transitions, ou ce que vous pourriez imaginer intégrer dans votre entreprise? Totalement. Alors bonjour à tous déjà. Je présente rapidement Sevosi. Nous sommes fabricants de matériel de verrouillage électromagnétique, une PME basée dans la zone de l'aérodrome à Haguenau. 40 personnes en France qui s'occupent des fonctions support de la R&D, qui commercialisent des produits en France, Europe et Afrique, et notre usine de production en Malaisie avec un peu plus de monde et qui s'occupe de la commercialisation de ces produits dans le reste du monde. Donc je fais le parallèle totalement avec ce que le général vient de dire. D'une part, je ferai le parallèle par rapport au commandement et aux dirigeants. Je pense que le dirigeant va mettre un chemin, un fil rouge conducteur. Il doit d'abord partager ses valeurs, la vision et les objectifs de l'entreprise, avoir du sens, communiquer avec des managers de service qui vont eux-mêmes devoir animer l'équipe d'experts, animer en accompagnant, en formant, qui est vraiment quelque chose de très important, de la formation continue en interne, mais également à l'extérieur, pour avoir toujours un regard neuf, un regard différent de nos équipes, ne jamais rester dans une zone de confort. On a pu le voir avec l'épisode du printemps, savoir rebondir rapidement nous donne également une force. Donc ça, c'était très important et je fais encore une fois le parallèle là-dessus. Les managers, leur rôle est vraiment la proximité, savoir adapter le discours à chacun, informer, être transparent dans les informations qu'on va leur donner, va nous permettre d'une part de fidéliser et de donner confiance. Cette confiance est encore une fois quelque chose de très important aussi dans nos entreprises pour que les équipes que nous formons, ce n'est pas toujours facile à faire, mais ayons confiance en l'avenir également, de dévoiler nos stratégies, tout du moins les gros plans à 1, 3, 5 ans, va aussi leur permettre de se projeter dans une cartographie avec des profils de postes différents et qui vont leur permettre aussi des ascenseurs internes, comme j'ai coutume de dire, avec des petites... Je compare aussi les collaborateurs, je mets des petites ficelles au-dessus de chacun. Mon but, c'est vraiment de les faire grandir et de donner toute la formation, tout ce qu'il faut pour tous les outils pour permettre aussi au niveau ergonomique et au niveau efficacité. On parlait de la digitalisation. Toute cette partie-là, nous, on a transformé l'entreprise depuis 10 ans dans le numérique. Ça nous a fait économiser des coûts. Ça participe aussi à de l'éco-conception, de la RSE, et ça va dans l'air du temps. Et surtout, au niveau ergonomie et facilité de travail pour les collaborateurs, c'est vraiment un gros changement. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Voilà, pris à chaud, vous avez écouté et réagissez directement après les propos du général, qui n'est pas un exercice facile, mais que je vous ai demandé pour justement garder ce pouls et surtout cette spontanéité sur laquelle nous allons bien évidemment rebondir. Nicolas Pfirsch. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le dirigeant de l'entreprise CETAL, qui est également dans la zone de l'aérodrome. Donc je dirige une société qui conçoit et fabrique des systèmes chauffants. Nous sommes aujourd'hui environ 75 personnes. Nous avons environ 30-35 personnes, je dirais, dans des bureaux, avec essentiellement une population de techniciens et d'ingénieurs. Et nous avons 40 personnes environ en production.
Alors, beaucoup de choses pour moi, sont intéressantes dans le propos qu'on a eu aujourd'hui, et justement pour partager et vous associer ici dans la salle un petit peu à cette expérience. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur mon parcours. Je n'ai pas démarré dans la société qui est une société historiquement familiale, mais j'ai d'abord eu une expérience de 8 ans dans un grand groupe automobile où j'ai eu géré des responsabilités en tant que management de projet, également management d'une équipe internationale sur le domaine des achats. J'ai rejoint l'entreprise familiale en 2011, que j'ai dirigée à partir de 2013 avec un enjeu important qui était de reconstruire toute l'équipe de direction, puisque la pyramide des âges se faisant, j'avais l'ensemble de l'équipe encadrante qui allait partir à la retraite dans les 3 à 4 ans. Pour vous donner un autre chiffre qui est quand même assez fort, c'est 80% de l'effectif administratif a été renouvelé en 5 ans. Alors quand je vous parle de ça, quelque part, je veux partager avec vous que les enjeux qui ont été les miens et qui le sont encore aujourd'hui, c'est déjà le management, clairement. Et un autre enjeu aussi, on fabrique des systèmes chauffants sur mesure, c'est la rigueur. D'ailleurs, un petit clin d'œil à l'intervention d'aujourd'hui, j'ai osé pour la première fois utiliser un mot récemment en disant que je souhaite vraiment avoir un suivi militaire au niveau des délais, parce que, encore une fois, je crois, et si je dois retenir déjà 2 mots importants, c'est cet équilibre entre le commandement, quelque part l'autorité, vous parliez de pilier de la performance opérationnelle, et également, je dirais, le management, ou si je devais le résumer en une phrase, ce serait d'obtenir effectivement le meilleur de chacun, avoir cette force morale. Alors, il y a un autre point qui m'a marqué dans votre discours, c'est tout au début, quand vous aviez ce témoignage d'une de vos personnes dans cette équipe de parachutistes. Alors, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'ai convoqué mon codir au mois d'août, et j'ai expliqué à l'ensemble de l'équipe de direction, on est 6 avec moi-même, qu'aujourd'hui, dans le contexte du Covid, on avait une responsabilité qui était forte, c'est qu'il fallait qu'on préserve les emplois de la société. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'entreprise Cetal, comme beaucoup d'entreprises, malheureusement, est touchée par cette crise inédite. Et je leur ai dit, on a un projet, mais on a aussi une responsabilité, c'est de maintenir l'emploi. Et j'ai vu l'ensemble des dirigeants, et j'ai dit, écoutez, les intérêts personnels, aujourd'hui, doivent passer derrière. L'enjeu, c'est d'abord l'enjeu collectif. Et j'ai une des personnes qui est d'ailleurs aujourd'hui dans la salle qui me dit, tu sais, si moi, je suis encore prêt à m'engager dans le projet Cetal, c'est pour 2 raisons. 1, parce que je considère qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on aurait pu faire. Et 2, c'est parce que j'ai décidé de t'accompagner. Et j'ai trouvé ce message très fort pour 2 raisons. 1, je me suis dit, waouh, c'est quand même beaucoup d'énergie transférée par ce collaborateur. Et après, je me suis aussi dit, waouh, c'est quand même une sacrée responsabilité pour moi en tant que dirigeant, mais également au niveau de tous les membres de l'équipe de direction. On a une véritable responsabilité, que ce soit d'ailleurs dans le contenu de ce qu'on va dire, mais également vous parliez d'attitude. Et là, je fais bien entendu le parallèle sur la notion de leadership. Après, juste rapidement encore un parallèle par rapport à ce qui a été dit. La performance de l'équipe, pour moi, ça démarre dans une étape importante du process, qui est pour moi la constitution de l'équipe. Et vous l'avez compris en me présentant au départ, ça a été un enjeu important pour moi, au démarrage dans l'entreprise Cetal, c'était de construire mon équipe dirigeante et de recruter bien d'autres collaborateurs. Et là, je retiens 4 mots-clés. C'est 1, le recrutement, fondamental, le choix de la personne ou des personnes qui vont nous joindre. 2, l'intégration. Par rapport à mon vécu dans la plus grande entreprise, qui était un groupe Volvo, groupe de plus de 100 000 personnes, on est souvent dans nos PME trop léger sur cette partie-là, et pourtant je la pense franchement fondamentale. 3e point, c'est la partie organisation. C'est de bien définir le rôle et les responsabilités de chacun dans l'organisation qu'ils rejoignent. Et 4e point, ça a été largement évoqué, c'est la partie formation. Alors je rebondis, et je suis grosso modo à la fin de mon propos. Le télétravail, pour nous, ça a été un véritable challenge. Et pour moi, effectivement, l'organisation, la responsabilité, l'autonomie, je pense là aussi que vraiment ça a été un vrai challenge, et je vois, quand je discute avec d'autres chefs d'entreprise, une vraie différence avec les entreprises qui ont su, entre guillemets, s'appuyer sur de la délégation, sur la responsabilisation des individus, et les autres entreprises qui sont peut-être encore dans un modèle managérial un peu plus ancien, plus pyramidal,
qui manque probablement un peu d'agilité, où on est plus dans le contrôle, et là, le télétravail a été une vraie difficulté. Donc pour conclure je dirais ce premier propos, moi ce que je retiens au niveau de l'entreprise CETAL, c'est vraiment un management, ce que j'appelle responsabilisant. Et pour moi finalement, une des thématiques aujourd'hui qui est vraiment importante avec ce contexte Covid, c'est comment obtenir l'engagement des collaborateurs avec, entre guillemets, justement, et M. Sturny le disait au départ, vraiment un environnement avec beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, Nicolas Firch. On voit en vous écoutant l'engagement, le respect, le leadership, le commandement. Finalement, tout ça est quand même extrêmement proche et on est plus sur des notions de sémantique que d'action réelle, parce qu'elles sont extrêmement proches. Qu'est-ce que ça vous fait, en général, d'entendre ces deux témoignages, déjà, à réaction de votre propos? Comment est-ce que vous intégrez ça? Finalement, est-ce qu'on peut changer les casquettes, enfin, changer les képis, vous m'excuserez? Oui, l'écho est tout à fait compréhensible et tout à fait pertinent. Je me reconnais parfaitement dans ces propos. Nous avons des enjeux collectifs à des niveaux d'exigence différents, mais qui sont tout à fait proches. Donc les grands principes du commandement et du management se retrouvent évidemment dans l'entreprise. Alors le modèle de l'entreprise en France est quand même assez hérité du modèle hiérarchique militaire. Et puis on a introduit cette transversalité au fur et à mesure de nos pratiques. Et nous, on l'a beaucoup introduit au moment de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on ne commande pas une armée de conscription comme on commande une armée de professionnels. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc ces modèles se rejoignent évidemment entre le commandement militaire et la direction d'entreprise. Il y a une question générationnelle que vous évoquez aussi. Vous recrutez des gens de tout type, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, des compétences sans formation à Bac+5. Il y a un élément que vous avez introduit au démarrage de votre propos, qui était l'émotion. Et vous avez dit, l'émotion, il y en a beaucoup, mais on en parle peu, surtout dans la chose militaire. Alors là, la question est pour Karine. En tant que femme qui dirige dans un monde d'hommes, l'émotion est quand même au cœur de la relation, ce que nous a dit le général. Comment est-ce que cela se vit chez vous et comment est-ce que vous pouvez faire vôtre, ou pas d'ailleurs, les propos qui ont été tenus? Je pense que c'est la base de toute façon. Dans toute relation humaine, il y a ce côté émotionnel et il faut savoir aussi jouer là-dessus, jouer intelligemment, c'est-à-dire avoir la confiance de ses collaborateurs et transmettre cette émotion dans un sens comme dans l'autre, pour qu'il y ait cette relation de confiance et qu'on ait envie d'avoir, comme le général disait, cette petite anecdote où on va faire confiance à son responsable et vouloir le suivre coûte que coûte. Finalement, c'est ce point commun, c'est que vos subordonnés vous suivent, vous respectent, vous honorent quelque part, et ça, tout ça, c'est votre posture et votre attitude qui amène à cette naturelle, je dirais, prise de direction et surtout de reconnaissance, parce qu'il y a là un élément de reconnaissance. Je parlais de l'émotion avec vous, Karine, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en France, et particulièrement en Europe, n'est pas vraiment présent, et je crois que ce soit dans les entreprises ou dans l'armée, comme vous nous l'avez révélé, elle est présente, mais on ne la nomme pas, ou en tout cas, on a du mal à faire face à cela. Comment est-ce que vous le voyez évoluer, ça, en général? Je dirais que ça a toujours été présent. Dans mes jeunes années comme jeune stagiaire à l'école d'infanterie, donc à Montpellier, je me rappelle d'une séquence où nous étions allés saluer notre général qui commandait l'école. Et on voulait le surprendre, on l'aimait beaucoup. Voilà. On voulait le surprendre et donc on l'a trouvé au petit matin en complicité avec son épouse. Et on l'a fait sortir de sa résidence au petit matin. En complicité avec son épouse. C'est-à-dire qu'elle était dans la. Quand même la beauté du propos. Hein. Voilà, elle était dans la. Voilà, on avait convenu qu'elle allait s'organiser pour qu'il soit disponible à ce moment-là. Et donc on va lui dire au revoir. Et il sort sur le pas de porte de sa résidence. Et de mémoire, il n'était pas en uniforme. Hein, il avait une tenue plutôt d'intérieur. Et là, il se rend compte qu'il y a tous ces élèves qui sont là pour le remercier et lui dire au revoir. Et réaction qui nous a surpris, qui nous a marqué, il a fait demi-tour et il est rentré. Parce que l'émotion était trop forte. Voilà. Je pense qu'il a senti les larmes lui monter aux yeux. Alors, il est rentré, donc on s'est regardé un petit peu. Et puis, il est revenu une minute après en disant, bon, excusez-moi. Il était habillé, en tenue d'extérieur, non? Voilà.
excusez-moi, et puis voilà. Et là, il a eu son propos de chef. Mais vous voyez comment la force de l'émotion avait submergé cet officier général. Mais c'est des choses qui sont fréquentes dans l'armée. Tout chef militaire l'a éprouvé à un moment donné, hein, parce qu'il y a une charge émotionnelle avec soit des individus, soit avec un collectif, avec un groupe, qui fait que, voilà, alors bien sûr, on est préparé à cela, mais c'est toujours des moments extrêmement forts. C'est fort, ça m'a donné un petit frisson, hein, ce que vous avez raconté, parce que je trouve que c'est quelque chose auquel on ne se confronte pas assez et qui n'est pas assez partagé, et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde militaire, que je découvre au travers de cette expérience. Nicolas, comment est-ce que ça réagit chez vous? Je vois que vous avez évoqué ce salarié qui vous a suivi également, comme dans les propos du général. Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que vous continuez à manager de la même manière? Ou qu'est-ce que vous allez changer? Ou si vous allez changer quelque chose après cette conférence? Alors, je dirais que finalement, dans mon expérience, depuis 2011, j'ai cherché un petit peu à trouver le bon modèle managérial pour l'entreprise CETAL. Et je vais revenir sur une chose qui vient d'être dite. Ce qui a été particulièrement difficile pour moi, c'est que c'était une entreprise familiale, hein. Mon père et mon oncle ont co-dirigé depuis 1977. Et c'est beau, mais j'ai accompagné des collaborateurs qui sont partis à la retraite encore récemment, avec 35-40 ans, je dirais, de travail dans la même entreprise, l'entreprise CETAL. Et là, je ne vous cache pas que pour moi, qui suis arrivé en 2011 et qui ai dirigé l'entreprise à partir de 2013, c'est très difficile en fait, hein, puisque je recrute des nouveaux collaborateurs qui ont des attentes, qui ont des visions des fois différentes, du management, du projet de l'entreprise, du digital. On a évoqué ce mot-là. Je dirais pas par rapport à la partie informatique, système d'information. Et on doit faire cohabiter des salariés qui ont 30 ans, où quelque part, il y a eu une vraie constance dans le management. Donc oui, c'est une difficulté. Et donc pour répondre à la question, oui, j'ai fait évoluer les choses. Alors je suis passé par plusieurs états. D'abord l'état d'observation, pour essayer d'abord de m'imprégner de la culture d'entreprise, parce que je pense que là aussi, quand on rentre dans une entreprise comme ça, il faut faire preuve d'humilité et d'abord essayer de comprendre comment ça fonctionne. J'ai bien dit dès le départ que j'avais deux types de population, la population dans les bureaux, la population dans la production. Là aussi, il y a des différences d'âge. Et derrière, je suis passé dans une phase où je me dis, mais le côté autorité apporte vraiment un plus, mais peut-être que certains collaborateurs auraient des idées. Donc, j'irai sur la partie créativité, donner l'opportunité d'entreprendre un peu plus. Dans les années 2015-2016, la notion d'entreprise libérée est également venue à la mode. J'ai tenté des choses, des choses ont marché. J'ai aussi vu quand même assez rapidement certaines limites. Des fois des manques clairement d'adhésion sur des gens qui avaient vécu 30 ans d'un système extrêmement pyramidal. Et encore une fois, finalement, la finalité, aujourd'hui, je suis allé vraiment sur cette notion d'entreprise responsabilisante et je crois vraiment à l'équilibre entre vraiment la notion de commandement et là, il y a des fondamentaux, vous en avez mentionné 6 aujourd'hui, qui quelque part sont constants dans le temps. Par rapport à mon expérience Volvo, constants aussi, quelque part, quels que soient les continents. Et puis, ce côté, je rebondis sur la question d'avant, l'émotion, où je pense que le dirigeant, mais nos managers aussi, doivent être capables de s'adapter un petit peu à l'individu qu'ils ont en face, aux équipes qu'ils ont en face. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans la période Covid, parce que là aussi, on parle de l'entreprise, mais il y a tout un monde personnel qui a pris... Covid, on peut parler de la mort aussi, hein. C'est malheureusement ce qui se passe. Donc il faut qu'en tant que dirigeant, on soit capable d'intégrer aussi quelque part le côté professionnel, mais aussi peut-être un peu plus personnel aujourd'hui dans ce contexte. Vous expliquez, vous avez tenté, vous avez expérimenté les choses, une sorte de créativité managériale. Est-ce que c'est possible dans l'armée, ça ? Parce que c'est quand même très descendant, c'est quand même très organisé. Il y a énormément de formations et de modules qui sont prêts. Mais finalement, est-ce que ça peut venir aussi de la base ? Alors je vais vous prendre un exemple pour expliquer que oui, et que c'est comme ça que ça marche dans l'armée, et pas autrement. C'est-à-dire qu'il est utopique de penser que le chef au niveau central va décider de tout ce qui va se passer tout au long de la chaîne hiérarchique, jusque sur le terrain pour atteindre l'effet recherché. C'est utopique. Et il y a une formule qui résume ça superbement. C'est une formule qui a été prononcée par le général Lagarde, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée de terre, et qui a dit « L'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline.
Donc, vous voyez, entre initiative et discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le subordonné discipliné a bien compris l'esprit de la mission de son chef. Et il sait bien que dans tel et tel contexte, c'est à lui de prendre l'initiative pour atteindre l'objectif que lui a fixé son chef. Il faut qu'il prenne l'initiative. S'il ne la prend pas, c'est un échec. Le chef ne peut pas lui dire d'agir. Il ne le sait pas, d'ailleurs, au moment où il doit le faire. Je dirais que c'est d'ailleurs un enjeu aujourd'hui, alors pas pour les armées occidentales, parce qu'on est formé à ça. On est formé à faire en sorte que, jusqu'à un petit échelon, nos militaires prennent l'initiative en fonction de la situation, parce qu'ils ont été préparés à cela, dans l'esprit de discipline de la mission qui leur est fixée. C'est particulièrement intéressant, ça, cette notion en fait, d'autonomie, oui. Donc de prise de décision, mais tout en respectant la hiérarchie. Ça. Finalement, c'est tout l'art du management et de la Et ils sont aussi force de ce fait-là, parce qu'on les a préparés à ce genre de situation, ils sont aussi, on va dire, en service courant, beaucoup force de proposition pour faire évoluer nos systèmes. Aujourd'hui, par exemple, on s'engage dans un processus, on va dire, de simplification de notre mode de fonctionnement, voilà, qui a ses complexités, et on attend beaucoup de propositions qui viennent, entre guillemets, de la base, parce que c'est ceux qui sont confrontés à des situations parfois un petit peu complexes, c'est peut-être de là que peuvent venir de bonnes solutions. Vous les attendez, vous les écoutez, vous les prenez en compte. On les stimule. Et voilà. Ensuite, vous les mettez en action. Et ensuite, on les met en œuvre. Et est-ce que ça redescend après? C'est-à-dire que vous leur dites, voilà, on a pris votre idée, votre initiative, et on la remet... Oui. À titre personnel, j'ai lancé, par exemple, l'année dernière, les trophées de la simplification dans le domaine RH. Et je sélectionne des projets qui vraiment apportent une plus-value d'un point de vue processus RH, pertinence, performance, efficacité, et je distingue ceux qui sont sélectionnés en leur remettant un prix, et je communique sur ce sujet. Et bien sûr, on suit ensuite la mise en œuvre du projet. Et ça, c'est quelque chose de très vertueux. Les trophées de la simplification. Je suis en train de penser à l'administration. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal dans certains cas. Nous sommes quelque part une grande administration. Vous êtes je me permets cette petite boutade. Karine, qu'est-ce que ça vous évoque, je pense, ces trophées de la simplification, faire parler la base? Vous l'avez dit, c'est comme ça que ça marche chez vous. Mais dans un monde justement quand même très industriel, très mécanique, très souvent masculin, comment et quel est l'apport justement de cette expérience, ou comment est-ce que vous pourriez l'imaginer pour demain? Déjà, on arrive presque à la parité. Pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de femmes chez Sevosi et je veux mettre encore plus de femmes au niveau de la direction. Je pense que voilà, la mentalité est différente. On arrive à faire passer beaucoup de choses. Voilà, une main de fer dans un gant de velours, ça passe bien plus simplement. On l'a vu à la logistique, depuis qu'elle est co-gérée par une femme, les choses sont plus sympas. Les hommes sont plus sympas avec les femmes. Enfin voilà, c'est différent, mais cette parité est pour moi importante parce que c'est un équilibre. On parle des femmes, mais les hommes, on en a besoin aussi. Enfin voilà, vraiment créer. On a besoin de nous, messieurs. Merci, Karine. Je suis allez le dire quand même. Mais voilà, pour moi, c'est important. Et oui, le trophée, ça me donne une idée. Je l'ai senti, là. Je me suis dit, ça, le trophée de la simplicité, ça, je vous ai senti que c'était pour vous. C'est important non pas que ce soit compliqué, de mettre en avant aussi les projets, les réalisations des collaborateurs. Alors aujourd'hui, on le fait et on offre les petits pains, le déjeuner, on met en avant, mais peut-être pas assez que par un trophée. Et merci, je m'en servirai. Belle idée. Il est déjà 11h40, le temps file, quand les sujets sont intéressants, évidemment, tout file. Nous avons proposé aux participants de poser quelques questions, de nous envoyer des questions. Si vous en avez, nous allons pouvoir passer à la partie questions au général et à nos deux témoins. Mais en attendant, pour vous donner un petit peu d'envie, d'envin et d'entrain, je vais vous proposer de regarder une des premières questions que nous avons reçues, auxquelles le général va pouvoir répondre, qui nous a été envoyée hier. Finalement, qu'est-ce qu'un bon chef et comment réussir la délégation à ses collaborateurs? Donc je précise que ça a été envoyé avant, une partie de la réponse a pu être donnée, mais finalement, est-ce que ça existe un bon chef? Bon, j'espère avoir réussi à vous le démontrer. En tout cas, quel principe il faut adopter pour être, si possible, un bon chef et pouvoir le mesurer soi-même, en toute humilité, dans sa conscience, et en le lisant dans l'attitude et les yeux de ses subordonnés. Réussir la délégation à ses collaborateurs,
C'est un principe de fonctionnement, c'est un principe d'efficacité. Sans délégation, point d'efficacité. Qui peut imaginer que le chef au niveau central décide de tout pour tout et a la vérité? Et je vous ramène à un exemple de l'histoire. C'est la bataille des Ardennes. La bataille des Ardennes, c'est exactement cela. Faire un petit quiz. Bataille des Ardennes, c'est bon pour tout le monde? La bataille des Ardennes, c'est la décision, c'est la décision de Adolf Hitler, tout seul, contre l'avis de ces 200 commandeurs qui n'ont pas osé piper mot, courage moral zéro, qui leur a dit on rassemble toutes les troupes possibles, on les prend sur le front de l'Est où on veut, et on fonce sur les Américains pour reprendre le port d'Antwerp. Alors ils avaient misé sur la météo pour gagner. Imaginez que dès que ça s'est éclairci, les bombardements américains ont tout ravagé. Voilà, donc c'est une décision centrale complètement déconnectée des réalités. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc la délégation, c'est un principe de performance opérationnelle. L'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Une autre question qui va nous être posée. Pendant ce temps, n'hésitez pas à penser aux questions que vous souhaiteriez poser, que nous allons prendre immédiatement. Là, une plus grande. Comment fait l'armée, souvent qualifiée de grande muette, ce n'était pas le cas aujourd'hui, pour garantir la liberté d'expression à son personnel et rassurer le grand public sur sa capacité? Alors on a évidemment en partie répondu aussi, à se transformer en toute transparence, c'est le cas. Question un peu piège maintenant, mais qui permet aussi de lever quelques tabous et surtout de démontrer que la grande dame, c'est au féminin, Karine, vous voyez, ils ont pensé à nous tous, a su évoluer et s'adapter au fil des ans aux mutations de la société. Je ne suis pas certain qu'il faille rassurer le public. Attendez, on va leur demander, est-ce que vous avez besoin d'être rassuré, public? Oui, oui, comme ça, il a osé. Peut-être que vous étiez inquiet. Oui, comme quoi? Grande muette, oui, mais c'est un principe qui est inscrit dans le Code de la défense. Les militaires doivent s'exprimer avec réserve. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous ne nous exprimons pas. Voilà, nous sommes aux ordres du président de la République, élus au suffrage universel, donc nous sommes aux ordres de la nation qui a désigné son chef, donc nous obéissons à la nation à travers son chef. Voilà. Donc il y a des sujets, vous voyez bien de quelle nature ils sont, sur lesquels nous n'avons pas d'avis à donner. Voilà. Nous menons nos actions aux ordres de nos dirigeants politiques. Et c'est parfait comme ça. Voilà. Ensuite, sur nos métiers, sur nos façons de faire, sur nos responsabilités, chacun s'exprime à son niveau et en fonction de sa compétence sur le sujet sur lequel il a des choses à dire. C'est ce que je fais aujourd'hui, sur les sujets sur lesquels j'espère avoir une forme de compétence. Un chef de corps va s'exprimer à son niveau sur ce qu'il fait à la tête de son régiment. Un jeune pilote d'engin blindé s'exprimera, s'il faut, à son niveau sur son métier de pilote d'engin blindé. Et on peut lui tendre un micro et il s'exprimera sans aucune difficulté. Et on le fait régulièrement. Alors on nous interviewe peut-être un peu plus à l'occasion du 14 juillet ou des grands événements nationaux, mais on est prêt à communiquer, à expliquer. C'est d'ailleurs pour nous extrêmement important. Je vous renvoie à notre site s'engager.fr, à la plateforme ambassadeur. On a besoin de communiquer. On a besoin de dire qui on est, ce qu'on fait, ne serait-ce que pour susciter des vocations dans la jeunesse. 16 000 recrues par an, quand même. Imaginez si on ne communiquait pas. Donc, grande muette, peut-être, sur certains sujets. Enfin, marketing, communication, ça, c'est extrêmement important et on s'exprime. Voilà. Ensuite, ça c'est vers l'extérieur, mais c'est qu'en interne, je le disais, nous avons toute une concertation. Nous avons des présidents de catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, qui se réunissent et on communique avec eux, ils nous interpellent, ils nous posent des questions. Prochaine journée des présidents des officiers de l'armée de terre, voilà, qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année. Je sais déjà qu'il y a 240 questions sur les sujets RH. Bon, je vais mettre en place un chatbot, un agent conversationnel maintenant pour répondre à des questions récurrentes. Voilà, il faut qu'on aille vers la modernité. Ça, mais voilà. Donc, avec un képi. Et tout ce qui est transformation, réforme, je dirais, l'armée de terre, les armées sont particulièrement souples et flexibles. Depuis un peu plus de 20 ans qu'on s'est professionnalisé, voilà, je vous rappelle le chemin qu'on a parcouru, entre passer de la conscription à la professionnalisation. Et puis ensuite, il y a eu des déflations de l'effectif avec la RGPP, les lois de programmation militaire précédentes, la remontée en puissance post-attentat, la nouvelle loi de programmation militaire, où il faut reconstruire un certain nombre de choses,
hein, pas tout à fait de la même façon qu'on avait déconstruit précédemment, etc. Voilà, donc cette agilité permanente pour se réformer et pour toujours faire en sorte de faire face aux défis de sécurité internationale auxquels notre pays est confronté, voilà, c'est notre mission et je pense qu'on arrive à le faire le mieux possible jusqu'à présent. Je pense qu'en tout cas, vous avez parfaitement répondu et c'est tout sauf une grande muette que cette grande armée. Une autre question, et après je laisserai place à la salle et à vos réactions. Management et commandement ont la même finalité, conduire une opération. Dans ce cadre-là, comment les armées ont-elles évolué en y intégrant entre autres beaucoup de femmes, y compris dans les postes hiérarchiques? Tout ça est sur le mode de question, bien évidemment. Alors, les femmes dans l'armée, alors je parlerai pour l'armée de terre, hein, c'est vrai pour les autres armées, d'abord elles ont toute leur place. On a ouvert en fait l'accès à la hiérarchie militaire, c'est-à-dire au corps des officiers, au milieu des années 80 aux femmes. Voilà, moi je suis d'une promotion de Saint-Cyr où il n'y avait pas de femmes dans ma promotion. Voilà. Et la promotion suivante, on a commencé à ouvrir aux femmes. Il était temps. Bon, ben, c'est comme ça. Aujourd'hui, elles ont toute leur place. Encore faut-il qu'elles osent l'armée de terre. Je lance un appel. Hein, venez voir ce que fait l'armée de terre. Nous sommes très intéressés par des profils féminins. Je crois que Karine l'a dit, avec beaucoup de pertinence et de sensibilité. Les femmes apportent quelque chose que les hommes n'ont pas. Voilà, c'est clair. Et sur le chapitre de l'émotion, de la sensibilité, du management, il y a des choses extrêmement intéressantes à partager. Alors, je vais vous faire une confidence. Mon assistant militaire est une femme, c'est une assistante militaire. Hein, lieutenant-colonel, brillant, elle se reconnaîtra si elle m'entend, promise un très bel avenir. Elle m'apporte beaucoup. Voilà, c'est un peu mon deuxième cerveau, hein, donc c'est absolument intéressant de partager. J'ai dans mes chefs de bureau à la direction des ressources humaines des femmes qui font un travail formidable. Voilà, et nous les incitons à continuer. En fait, le challenge, bien sûr, pour une femme, ça peut être de concilier un métier militaire qui est quand même exigeant. À un moment donné, il faut commander, c'est pas facile, il faut partir en opération, ben, il faut abandonner quand même sa famille. Il faut prendre des risques. Quand on a des enfants, quand on a un conjoint qui travaille, c'est pas simple. Il faut passer des examens professionnels si on veut accéder à la haute hiérarchie militaire, passer le concours de l'école de guerre, etc. Ça prend du temps. Il faut qu'on adapte nos processus, et on y travaille, pour leur permettre de suivre ce chemin en conciliant le mieux possible les exigences professionnelles et leurs attentes aussi personnelles, familiales. Mais c'est vrai pour les garçons aussi. Voilà. Donc on les intègre, donc on en a besoin, et je recrute. Voilà, avis aux amatrices. Merci en général pour toutes ces réponses. Peut-être déjà dans la salle, on va peut-être vous réallumer pour que des mains se lèvent ou des questions puissent apparaître. Ne soyez pas impressionnés. Hein. Si vous levez la main, vous ne serez pas recruté immédiatement. Ça n'est pas pris en tant que tel. Hein. Ce n'est pas comme une vente aux enchères. Sinon, on vous désigne d'office. Est-ce qu'il y a des premières questions? Alors, ça peut être également pour Karine, pour Nicolas. Au fond, là, je crois qu'il y a une question. Alors, oui. voilà. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Alors, on ne pourra pas, pour des raisons covidiennes, vous donner de micro, donc il faudra parler fort et nous vous retraduirons si c'est nécessaire. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est une pratique, effectivement, dans l'entreprise. Alors, on y réfléchit pour certains postes. Et donc, on a conçu, effectivement, un système de primes alors pour des postes lourds, hein, plutôt à haute responsabilité, hein, au regard des objectifs de performance qui sont donnés à un certain nombre de hauts responsables, pour mettre en place, effectivement, une rémunération à la performance complémentaire du salaire. Bon. Ensuite, on regarde aussi sur un certain nombre de responsabilités ou de postes de manière générale dans les armées, à des niveaux plus subordonnés, on va dire, parce que sur certains d'entre eux, il y a des enjeux d'expertise, il y a des enjeux de responsabilité juridique, parfois, qui méritent une compensation, une rémunération adaptée à ce niveau de compétences et de responsabilité. C'est aussi un levier de fidélisation.
Donc on a ce système en place, on le manie avec précaution. On le manie avec précaution parce que un militaire, entre guillemets, ça ne s'engage pas pour la gamelle. Vous comprenez ? On est là au service du collectif, on est là au service du pays, jusqu'au sacrifice suprême. Donc la matérialité de la rémunération, ça ne doit pas être le levier essentiel de la motivation. Mais il faut quand même vivre correctement d'un métier militaire très exigeant. Et donc il y a des compensations, il y a des exigences, ça se rémunère. Voilà, c'est un référentiel avec lequel on n'est pas étranger et avec lequel aujourd'hui on met en place, enfin vis-à-vis duquel on met en place des dispositifs qui correspondent à notre culture, hein, donc sont quand même différents de l'entreprise, mais qui visent quand même à marquer une forme de récompense, une forme de compensation sur certains postes plus exigeants que d'autres. Une ou deux autres questions que vous souhaiteriez poser par ici, madame. Sorte de GPEC. C'est-à-dire des départs en mission extérieure ? Oui. Alors ça marche comme ça dans les armées, hein, c'est clairement le modèle. C'est un modèle qui récompense l'effort, qui récompense le résultat. Voilà, entre guillemets, c'est un modèle méritocratique, c'est pas péjoratif, mais c'est quand même ça. Le premier de la promotion de Saint-Cyr, le major de Saint-Cyr, choisit le régiment, enfin ce qu'il veut. Voilà. Le premier sous-officier d'une promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active va choisir le régiment qu'il veut dans la spécialité qu'il a choisie. Voilà, c'est normal. Et le premier militaire du rang qui fait un peloton d'élèves gradés, qui passe ses premiers examens et qui sort premier du stage, eh ben, on lui donne son galon de caporal le plus vite possible. Voilà, dans la foulée si possible. Voilà. Oui. Donc, effectivement, il y a une promotion, il y a à la fois une promotion et une capacité de choix de ceux qui arrivent devant. Voilà. C'est le système. Vous parlez de méritocratie en général. Finalement, c'est pas un gros mot, quoi. Hein. Non. Parce qu'on s'en excuse presque de la méritocratie. Non, c'est le crassi qui me gêne. Ah, c'est le crassi. Le mérito me va. Alors, c'est le crassi qui me va. Au mérito, Karine, est-ce que c'est imaginable dans l'entreprise? Finalement, est-ce qu'on ne le fait pas déjà dans les entreprises? D'une autre manière, ça n'a peut-être pas ce même mot. Encore une fois, une question de sémantique, on l'emploie différemment. Ça a clairement le même sens. Et puis, il faut savoir aussi récompenser les personnes qui s'engagent différemment. Oui. Et qui s'engagent pour l'entreprise, tout simplement. Parce qu'à un moment, il faut aussi arrêter de dire oui, il y a tout le temps la récompense. Ben oui, à un moment, il faut récompenser ceux qui s'engagent et le montrer différemment. Alors le dire, ça peut être pécunier, ça peut être en plus. Le dire aussi, c'est important. On a trop l'habitude en France de dire ce qui ne va pas, mais je crois qu'il est important aussi de dire ce qui va et de le dire devant tout le monde. Autant dire ce qui ne va pas, c'est entre quatre yeux, autant de dire ce qui est bien et ce qui peut faire progresser les autres, c'est important de le dire devant la communauté. J'aime beaucoup cette idée de verbaliser. Finalement, c'est ce que vous dites, hein. On verbalise et on nomme les choses. Donc, à partir du moment où on les nomme, elles existent. Et cette on a des outils pour cela. C'est vrai qu'on a des outils. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a des lettres de félicitations, des témoignages de satisfaction du niveau supérieur, etc. Vous voyez, hier, j'ai remis 2 témoignages de satisfaction du général chef d'état-major de l'armée de terre, voilà, qu'on avait préparé, voilà, qu'il a signé, et je les ai lus, commentés devant le collectif en le remettant à 2 officiers particulièrement méritants. Voilà, c'est important pour nous. C'est un honneur, en fait. Oui, c'est un honneur. Une honorification. Voilà. Voilà, il faut vraiment, je crois, nommer les choses. Et j'aime beaucoup cette idée de voilà, là, on est vraiment
directement dans la thématique, c'est finalement s'approprier, s'inspirer de choses très pragmatiques que l'on fait plus ou moins parfois un petit peu sous le coude ou qu'on n'aurait pas tendance ou qu'on n'oserait pas faire. Là, vous nous donnez une clé très pragmatique aussi pour pouvoir ramener les choses et puis en plus un gros avantage, ça ne coûte rien. Enfin, selon ce qu'on... Une lettre, ça coûte pas cher. Une lettre, ça coûte un effort et l'effort, en tout cas, et l'honneur est approuvé. Est-ce qu'il y a une réaction, une question ? Vous l'avez dit, lorsqu'on s'engage, c'est dans l'intérêt commun. Mais ça peut être en contradiction avec l'intérêt de la personne qui s'engage, notamment par rapport à des sacrifices pour la famille. Comment est-ce que vous motivez les gens pour s'engager ? C'est tout l'art d'exercer le commandement militaire. Voilà. Bon, au départ, évidemment, le sens de l'engagement doit quand même être assez fort, puisqu'il faudra accepter d'aller jusqu'à des sacrifices. C'est inscrit dans le Code de la Défense. Je veux dire, on ne prend pas les gens par surprise sur ce thème-là. Donc, on en parle. Lorsque nos conseillers en recrutement accueillent des jeunes candidats au métier militaire, on s'assure que tous ces sujets sont bien compris. À quoi s'engage-t-on exactement ? Voilà, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais il s'agit de leur dire clairement la réalité du métier militaire. Voilà, et ensuite, on fait en sorte que finalement, ce que les gens vont prendre finalement du métier militaire va les grandir beaucoup plus que ceux qu'ils abandonnent un petit peu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont sortir beaucoup plus enrichis de leur engagement, ce qui rendra finalement le sacrifice beaucoup plus acceptable. Voilà. Et donc c'est un équilibre. Ensuite, on fait quand même en sorte de concilier, je l'ai dit, des attentes personnelles, familiales, etc., avec les exigences du métier militaire. Et donc on a tout un volet lié à ce qu'on appelle la politique de conditions du personnel et l'environnement humain pour prendre en considération cette affaire-là. J'ai parlé des blessés tout à l'heure, des familles, voilà. Mais dans tous les régiments, vous avez un bureau environnement humain qui traite cette thématique. Voilà, faire en sorte qu'il y a des suggestions, il y a des exigences, mais il faut trouver des compensations à ces exigences, de manière à ce qu'on arrive à concilier les deux de manière satisfaisante. Je ne dis pas qu'il y a un équilibre, que c'est 50-50, non. L'exigence de métier de la disponibilité militaire, c'est H24. Voilà. Alors, pour certains, il y a une vocation. Voilà. Pour certains, il y a une évidence qui se produit à un moment donné, et ils se disent, bon, ben, c'est ça, ça a du sens, c'est vraiment ce que je veux faire. Pour d'autres, c'est plus une découverte qui peut se transformer en vocation, ou qui est suffisamment, avec un lien qui est suffisamment fort pour que ça dure un certain temps. Et là, je prends ma casquette un peu de gestionnaire froid. Moi, ça me va bien aussi. C'est-à-dire que j'ai des exigences de fidélisation, donc j'ai besoin d'une forme de retour sur investissement pour toute la formation et tous les efforts de recrutement que l'on a consentis. Si les gens restent le temps qu'il faut, ça me convient. Voilà, et ensuite on dialogue, on négocie pour le départ, enfin on négocie, voilà, on se met d'accord pour le départ, et on ne le retient pas forcément de force. Et on les aide d'ailleurs à se reconvertir, il y a tout un dispositif d'aide à la reconversion des militaires, voilà, parce qu'ils ont des métiers très spécifiques, il faut les accompagner pour aller ensuite, par exemple dans l'entreprise, et on a tout un système vertueux pour cela. C'est aussi source d'attractivité, qu'un jeune puisse se dire... Je ne rentre pas dans une boîte noire dont je ne sais pas dans quel état je vais sortir. Non, il y a tout un parcours construit avec une ouverture derrière sur un emploi et une autre vie. Et on retrouve tout ça sur s'engager.fr. Par exemple, voilà, où c'est parfaitement. Non, je remets comme ça parce qu'on a au cas où. Je vais profiter encore d'une dernière question avant que. Voilà, eh bien, la dame. Alors, la mise en concurrence, elle existe, mais elle existe dans la vie. La mise en concurrence, elle existe quand il faut passer des examens, quand il faut passer des concours, voilà, on tire le trait à un moment donné. La concurrence, elle existe pour ces grands rendez-vous un peu professionnels. La concurrence, elle n'existe plus lorsqu'on est engagé ensemble dans la même mission. Et là, c'est l'inverse.
C'est les meilleurs qui font en sorte que les plus faibles progressent et que les plus faibles soient au rendez-vous. Et vous voyez, par exemple, dans nos épreuves sportives, collectives, je prends par exemple la marche commando, hein, quelque chose de très connu, on porte un sac, une arme, et puis il faut courir pendant un certain temps, une certaine distance, en groupe. Ce qui est important, c'est que le dernier arrive en même temps que le premier, et pas que le premier arrive une demi-heure avant le dernier. Et sinon, la troupe est désorganisée, elle a perdu son collectif. Voilà, c'est pas possible. Donc tout l'art du commandement consistera à hisser les plus faibles, entre guillemets, à la hauteur, si possible, des plus forts. Et aux plus forts, de s'adapter pour aider les autres. Voilà, donc vous voyez que la concurrence, c'est vertueux. Hein, l'émulation en soi, c'est vertueux. Mais quand on est engagé collectivement, c'est plus ce sens-là. Hein, c'est la fraternité d'armes. Et c'est tout le monde au service de la même mission, quel que soit le niveau de ses compétences. Un grand merci, mon général, pour ces réponses. Je vais donner encore la parole pour un mot de conclusion à Karine Rosdeuch-Wolf et à Nicolas Pfirsch, et à vous également pour clôturer en beauté cette conférence, cette présentation. Karine. Merci, mon général, pour cet exposé qui était vraiment très enrichissant. Et on a vraiment pu voir le lien qu'on peut faire entre l'armée et nos entreprises. Et puis les quelques notes que j'ai prises et que je ne manquerai pas d'appliquer. Merci encore. Belle journée à tous. Merci également, monsieur le général. Encore une fois, je crois qu'il y a vraiment pas mal de points communs. Et encore une fois, moi, ce que je retiendrai vraiment, c'est cet équilibre entre commandement et management qui me paraît être vraiment fondamental. L'autorité, le côté vertical, et encore une fois, la capacité à manager, à embarquer les gens, le leadership, le côté plus transversal. Merci, Nicolas. Bon, merci Dan Leclerc, merci monsieur le maire de m'avoir permis de m'exprimer, de ne pas jouer finalement la grande muette aujourd'hui. Bien au contraire. Voilà, sur un sujet qui est évidemment passionnant, au cœur de nos préoccupations. J'étais ravi d'échanger donc avec Karine et Nicolas sur des sujets quand même qui sont très proches, qui nous rassemblent, face à des enjeux de portée différente, mais tout aussi importants lorsqu'on se situe à un échelon local. Voilà. Et puis, si le sujet vous intéresse et vous passionne, donc l'Armée-Terre écrit sur le sujet, là à nouveau on communique. Donc c'est le livre bleu sur l'exercice du commandement, l'exercice de l'autorité. Voilà, on a conçu d'autres livres aussi sur l'éthique du métier militaire. C'est le livre vert. On a écrit très récemment un ouvrage sur finalement le code d'honneur du soldat. Voilà. Comment un soldat doit se comporter, quel est son code d'honneur. Le code d'honneur, c'est le livre orange. Voilà, des parutions qui seront ouvertes au public prochainement. Voilà, je crois que c'est des sujets qui nous rassemblent tous, sur lesquels l'armée de terre a une pensée et qu'elle est prête et ravie de partager. Un grand merci, mon général, pour toutes vos explications et votre présentation, et au plaisir de vous suivre dans votre suite de carrière. Et je rappelle que le livre bleu se télécharge tout simplement sur le site oussengager.fr, encore une fois, pour être sûr que vous l'ayez bien en tête, et toutes les traductions directement les sites du ministère de la Défense. Merci, mon général. Et je pense que vous pouvez réserver quelques applaudissements bien nourris à Nicolas Pfirsch et à Karine Rosdeuch-Wolf et au général Ingrek. Je vais inviter maintenant Claude Sturny, maire de Haguenau, et Delphine Chorny,